Chers collègues, vous êtes, tout le monde peut, nous allons commencer, donc il n'y a pas de cloche pour les 13-14, mais c'est pareil. Donc nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir enfin, Bertrand Hervieux et François Purseigle, qui est en visio, à distance en raison des difficultés de transport actuelles. Et je les remercie beaucoup. Ils sont tous je ne vais pas les présenter, vous les connaissez tous si bien. C'est autour du dernier livre, Une agriculture sans agriculteurs, qui va nous faire réfléchir pendant une heure, donc, de présentation puis de questionnement. Et je cède tout de suite la parole peut-être à Bertrand, sachant que à distance, vous commencez à vous connecter et j'espère que vous serez très nombreux ici. Voilà, merci. Donc, je dois excuser François Purseigle, qui est donc à Toulouse, qui devait arriver hier soir et de train annulé en train annulé. Au bout du troisième, il a fini par se décourager et il a considéré qu'il était plus sûr de nous rejoindre en visio. Donc, voici ce que nous avons prévu avec François. Je vais présenter le livre, le contenu de ce livre. François, à la suite de mon intervention, réagira sur des points plus précis qui sont les points sur lesquels notamment il a beaucoup enquêté avec Geneviève Nguyen. Et puis, nous ouvrirons évidemment un débat avec vous tous. Donc, nous parlons du livre que François et moi-même avons publié, qui s'appelle Une agriculture sans agriculteurs, la révolution indicible. Je m'expliquerai sur ce sous-titre qui est paru aux presses de Sciences Po. Alors, je précise que ce livre est un livre, au fond, assez simple, qui n'est pas un livre de théorie, qui est un livre qui essaye de poser un diagnostic sur la situation d'un point de vue sociologique, ça n'est que le point de vue, qu'un point de vue sociologique, de la situation, pour reprendre un terme que nous avons développé avec François, des mondes agricoles dans la société française. Qu'est-ce qui a suscité chez nous la volonté de rédiger ce livre? Eh bien, c'était le fait que le discours, aussi bien politique que syndical, que même journalistique, si je puis dire, et même des chercheurs en sciences sociales, ce discours considère que l'agriculture, elle est par essence et d'une certaine façon comme une sorte d'invariant, une activité familiale. Et que l'agriculture française est le fait d'exploitation familiale répandue sur l'ensemble du territoire. Comme si ce désir d'agriculture familiale l'emportait sur la réalité des faits. Donc, et nous avons été confortés dans notre projet au moment de la sortie des résultats du recensement de l'agriculture, puisque le premier commentaire qui a été développé au moment de la sortie des résultats du recensement, ça a été de dire, bah, vous voyez, la moyenne des exploitations françaises, elle est passée de 52 à 69 hectares, donc finalement, ça n'a pas changé de nature. Oui, il y a eu un agrandissement, mais les choses sont à peu près stables. Nous sommes bien un pays d'agriculture familiale. Et donc, c'est cette assertion que nous avons voulu examiner et sur le fond critiquer. Alors, le livre, il est construit en trois parties, très simples. La première partie fait un point sur l'effondrement démographique de la population agricole et sur ce que signifie, au fond, cet effondrement démographique. La deuxième partie s'intéresse davantage à la recomposition et à la transformation en profondeur des structures d'exploitation agricole, c'est-à-dire
comment est organisé le travail, comment est organisé, qui détient le capital et comment se recompose-t-il en agriculture, bien sûr, autour de cette notion que nous avons développée avec François des agricultures aux allures de firme. Et puis la troisième partie essaye de comprendre ce que cela signifie du point de vue de la recomposition de la place des agriculteurs dans la société française, mais pas seulement dans la société française, au sein des espaces ruraux eux-mêmes, puisqu'ils sont devenus non seulement minoritaires dans la société française, mais minoritaires dans les espaces ruraux eux-mêmes, et que ceci a des conséquences très fortes sur la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes dans notre société. Alors, sur le premier point, sur l'effondrement démographique tout d'abord. Donc, on est aujourd'hui à 460 000 actifs agricoles non salariés, c'est-à-dire en gros 400 000 exploitants, chefs d'exploitation et 23 000 co-exploitants. Et le total, donc, avec les aides familiaux, on est à moins de 500 000, retenons ce chiffre si vous voulez, moins de 500 000 actifs agricoles non salariés. Alors cet effondrement, il se constate sur la durée, puisque ceci représente moins de 20% d'actifs non salariés en l'espace de 10 ans et moins de 75% en 40 ans, qui est donc le secteur professionnel qui a connu le plus fort effondrement sur ces 20 dernières années. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'à côté de cet effondrement des actifs familiaux non salariés, on a une augmentation très spectaculaire des salariés. L'économiste Axel Magnan a calculé que si l'on prenait l'ensemble des salariés agricoles, alors qu'ils soient permanents, qu'ils soient non permanents, intérimaires, saisonniers, nous avons 730 000 salariés des exploitations agricoles. Alors, c'est une très forte augmentation à laquelle s'ajoute, et c'est ceci qui est très, très important pour nous, plus de 62% des salariés embauchés par les entreprises de travaux agricoles. Donc, ceci donne un signe, évidemment, sur le phénomène sur lequel nous reviendrons de délégation, de sous-traitance des travaux. Plus de 62% donc, de ces salariés des entreprises de travaux agricoles. Et on constate donc une augmentation de 25% des entreprises de travaux agricoles entre les deux derniers recensements. Donc, en gros, si vous voulez, c'est au regard de ces 500 000, près de 500 000 actifs non salariés, c'est en gros 1 million de salariés, d'actifs salariés qui interviennent dans les exploitations. Donc, ce recours à la main-d'œuvre venue d'autres structures a, par exemple, doublé en l'espace de 20 ans dans les exploitations d'élevage. Alors, cet effondrement démographique, il est assez spectaculaire en France, puisqu'il a été, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant, mais il a été retardé. Il a connu un moment d'accélération en 1992-1993, quand le gouvernement d'Édith Cresson avait mis en place les mesures de pré-retraite. Donc, il y avait eu une vague de départ à ce moment-là. Et puis après, il y a eu un peu une stagnation et maintenant une reprise qui va s'accélérer avec l'arrivée des actifs agricoles du baby-boom, certains ayant encore retardé leur départ. Donc, en Europe, on est à 4,2% d'actifs agricoles, tout confondu, et à l'échelle européenne, à l'échelle de l'Union, 50% des chefs d'exploitation de l'Union ont plus de 50 ans. Donc, ce phénomène de vieillissement des actifs non salariés agricoles est bien un phénomène européen.
En France, donc, ces actifs non salariés représentent 1,5% de la population active. Ils étaient encore 7,2% il y a 40 ans, donc c'est quand même un vrai, enfin, à nos yeux, un vrai effondrement. C'est à ce titre le plus petit groupe professionnel repérable, et même les sondeurs, c'est-à-dire notamment Jérôme Fourquier le dit encore dans son dernier ouvrage sur l'archipel français, ces actifs agricoles non salariés ne sont plus sondables pour les sondeurs, parce que les échantillons sont trop faibles. C'est la catégorie professionnelle qui a le déclin le plus marqué et qui reste, troisième point quand même très important, pour indiquer que ce phénomène n'est pas achevé, c'est que un quart de ces actifs non salariés, un quart a plus de 60 ans. Donc on est bien en face d'un processus qui va se poursuivre, et les 2 tiers de ces actifs qui ont plus de 60 ans n'ont pas de repreneur désigné. Alors, ce phénomène, je voudrais ajouter déjà à ce phénomène, on s'est interrogé sur le fait de savoir est-ce que ce phénomène n'était qu'un phénomène démographique ou est-ce qu'il signifiait plus et autre que cette absence de reproduction sur lui-même. À nos yeux, cette absence de reproduction du modèle est bien l'expression d'une crise du modèle de l'exploitation familiale, sur lequel je vais quand même dire 3 mots. Ce qui nous paraît très important à prendre en considération, c'est que ce modèle de l'exploitation familiale n'est plus en phase avec la culture du travail, avec la culture de l'autonomie de l'individu, avec même la culture de la famille, qui est celle de nos contemporains. Et qu'il y a là un déphasage, une tension très forte qui explique qu'à l'intérieur même du monde agricole, la difficulté de transmission est très forte et que l'on a un taux de non-reprise qui n'est pas seulement dû à l'appétit des voisins pour manger les plus petits et reprendre leur exploitation. Alors, cette compréhension de la crise du modèle familial, nous avons essayé de la développer à travers quelques symptômes, quelques indices, notamment la difficulté de transmission qui s'est beaucoup accrue dans les 20 dernières années, avec le fait que la culture des arrangements notariaux et des arrangements familiaux qui permettaient, dans une famille et sous l'autorité du chef de famille, d'organiser la succession de telle sorte que celui qui restait sur l'exploitation n'ait pas des soultes trop importantes à payer à ses frères et sœurs pour pouvoir rester sur l'exploitation, cette culture de l'arrangement familial n'a plus cours. Elle n'est plus supportée par les co-héritiers, et donc celui ou celle qui resterait en place doit payer au prix fort les soultes à ses co-héritiers, et que ceci n'est pas toujours possible et qu'ils préfèrent, et que, en tout cas, ce qui s'est passé dans une période entre les années 70, 90, 2000, à travers les groupements fonciers d'exploitation où les co-héritiers acceptaient de prendre des parts de foncier, mais qui étaient gelés pour 18 ans, voire 2 fois 18 ans, avant d'avoir leur retour sur héritage, encore une fois, n'est plus toléré, et qui préfèrent avoir tout de suite leur part pour pouvoir l'investir dans une maison, un appartement ou je ne sais quoi. Bref, donc cette culture-là a changé, et l'autorité d'arbitrage du père de famille ne tient pas face à cette volonté de retour sur héritage. La deuxième chose qu'il faut mettre aussi au regard sur cette crise de l'exploitation familiale, c'est le taux de célibat des actifs agricoles, qui est le taux le plus élevé parmi les catégories socioprofessionnelles. Et je parle d'un célibat
subi et non pas d'un célibat d'organisation de sa vie, de sa vie privée. Et les enquêtes, et j'en étais même personnellement témoin auprès de jeunes femmes, et notamment de jeunes femmes du monde rural, au regard de l'explication de ce taux de célibat masculin important chez les agriculteurs, les jeunes femmes disent bien que ce qui les freine par rapport à des alliances, une alliance avec un agriculteur, c'est le poids de la famille. C'est le poids de la famille et le poids surtout de la belle famille. Donc, du beau-père qui regarde si le fils continue bien comme à faire ce qu'il avait envie, ce que lui voudrait qu'il fasse, et la belle-mère qui regarde par-dessus la haie si les enfants se couchent à l'heure, s'ils mangent comme il faut et s'ils sont correctement élevés. Et donc, il y a là cette pression familiale est tout à fait, vous voyez, elle est en osmose avec donc cette idée de l'exploitation familiale qui n'est plus du tout en phase, encore une fois, avec la revendication de notre culture contemporaine sur l'autonomie de l'individu, l'autonomie du couple, l'autonomie de la famille. Bref, ces autonomies qui s'emboîtent et qui ne sont plus en phase avec cette unité de lieu, de temps, d'action et de vie. Sans y insister davantage, le taux de suicide en agriculture est également un indice autour de cette crise de l'exploitation familiale. Et quand je ne reviens pas là-dessus parce que nous avons entendu ici même, et nous avons repris avec François les travaux de Nicolas Desfontaines de ses enquêtes sur le suicide agricole, qui sont des enquêtes extrêmement intéressantes, délicates, sensibles, et qui notamment soulignent que parmi ces célibats, parmi ces suicides dont on connaît certains, qui sont toujours multifactoriels, on est bien d'accord là-dessus, il y a le suicide d'agriculteurs de 40-50 ans qui un jour font le geste fatal parce que ne supportent plus ces tensions entre leur propre famille, leur épouse, le père, la mère, etc. Et que la situation n'est plus tenable. Donc on a là des indices très très forts sur le fait que en réalité la célébration du modèle familial finalement est contre-productive de son propre développement. Alors à quoi assistons-nous en face de ça? Et les chiffres sont quand même tout à fait intéressants. On peut distinguer au fond, 4 sous-ensembles, c'est pas nous qui les avons inventés, ils ont été dessinés par les chercheurs et puis aussi les statisticiens du ministère de l'Agriculture, mais on distingue maintenant très très clairement 4 catégories, 4 sous-ensembles d'exploitation. Ces sous-ensembles sont dessinés non pas à partir de la surface, même si après il y a des correspondances et je vais l'expliquer, mais d'abord à partir du produit brut standard des exploitations. Et à partir du produit brut standard des exploitations, on distingue 4 sous-ensembles, 100 000 micros, 100 000 petites, 100 000 moyennes et 80 000 grandes. Donc ça nous donne 380 000 au total. Et les 100 000 petites, les 100 000 micros, les 100 000 moyennes ont toutes diminué en nombre. Les seules qui augmentent sont les grandes. Les premières, toutes confondues, on a moins 30% d'exploitation sur 20 ans et seules les grandes exploitations augmentent. Alors, déjà ce tableau un peu strictement autour de la production brute standard est déjà intéressant pour comprendre la diversité, l'éclatement des formes de production et d'exploitation en agriculture. On y trouve une correspondance, ce n'est pas très étonnant évidemment, on y trouve une correspondance avec les surfaces moyennes de ces 4 catégories, mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été calculé à partir de la surface. C'est venu ensuite quand on a essayé de caler ces catégories sur les surfaces. Alors, les micros
Les micros, elles ont 14 hectares de moyenne. Les petites, 50, ce qui n'est pas rien, hein, mais bon, voilà, c'est 50. Les moyennes, 100. Et les grandes, 140 de moyenne. Les grandes ont une production brute standard, donc les 80 000 en moyenne, ont une production brute standard de 250 000 euros par an. Elles occupent 40% de la SAU, hein, c'est-à-dire qu'on peut, si on raisonne par l'absurde, en gros, avec 150 000 exploitations, on peut assurer la production. Elle représente 45% de l'emploi, parce qu'il y a aussi beaucoup de productions spécialisées dans ces grandes exploitations, donc elles ont un emploi supérieur à leur strict nombre. Ce qui est intéressant dans ces catégories, c'est que et ça sont les travaux notamment de Vincent Châtelier, si l'on prend encore ces mêmes 4 catégories du point de vue là, du revenu et non plus seulement de la production, alors ça c'est très très intéressant parce que là on a pour cette catégorie professionnelle qui est encore une fois maintenant petite, le plus grand éventail de revenus de toutes les catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire que nous allons des 10% les moins productives et les plus petites, 10% des plus petites qui ont un revenu négatif, moins 1406 euros par an. Donc là, c'est les travaux de Vincent Châtelier. Pour les plus élevés, elles ont un revenu en moyenne de 70 000 euros par unité de travail année non salariée avant impôt. Et les 10% des revenus les plus élevés ont 113 000 euros de revenus par unité de travail année non salariée avant impôt. Donc on va de 113 000 à moins 1406. Voilà, pour donner une idée de cet éventail. Donc ça nous a beaucoup intéressé, si vous voulez, pour essayer de comprendre quand même cet éclatement, cette diversité et le fait qu'on n'était pas du tout en face d'une homogénéité. Et même ce qui nous frappe beaucoup, si on prend un petit peu de recul historique, et c'est un premier point à souligner, que je résume par cette formule simple, moins il y en a, plus c'est divers et plus c'est complexe. On n'est plus en face d'un modèle moyen un peu standard. C'est un peu ça qui nous... Encore une fois, notre approche là est une approche sociologique et qui ne dit pas tout de tout ça, mais bon, qui essaye d'en dire un petit peu. Alors, sur la recomposition de ces exploitations, on a regardé, c'est surtout François qui a regardé ça, il va y revenir, 2 fois 4 catégories d'exploitation, une fois 4 catégories complétées par une réflexion sur les stratégies de recomposition. Alors, qu'est-ce que c'est que les 4 catégories? On ne les a pas là seulement dessinées autour des formes sociétaires. On pourra y revenir puisque ça correspond quand même tout ça à l'explosion des formes sociétaires en agriculture. Alors, ces 4 catégories que nous avons distinguées là, elles sont 4 catégories autour de l'organisation du travail. Donc, on a premièrement des exploitations dont le travail est principalement organisé quasi exclusivement autour de la main-d'œuvre familiale. Nous parlons de la crise des exploitations familiales, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y en a, elles subsistent avec des difficultés, mais elles sont là et elles restent évidemment majoritaires, puisque nous avons encore 42% des exploitations qui sont tenues par un homme seul qui assure le travail
seul ou avec des intérimaires, avec de la délégation, etc. Mais enfin, donc, principalement, un travail familial, parfois un travail solitaire. Ce qui nous a aussi beaucoup frappé dans tout ce travail, c'est que l'exploitation familiale, elle était souvent pensée comme l'exploitation conjugale, parce que c'est ce modèle-là que la révolution de 60-62 a voulu. Et donc, nous n'avons plus que 17%, oui, 17% d'exploitation à proprement parler conjugale, hein, sur l'ensemble des exploitations. Donc ça, c'est un indice aussi très fort sur ce que je disais tout à l'heure sur la volonté d'autonomie dans le travail. Et lorsque d'ailleurs l'exploitation est conjugale, de façon dominante, chacun des membres du couple a son atelier ou ses tâches tout à fait spécialisées. Il n'y a pas de confusion des rôles là-dessus. Donc, 30% des exploitations sont en gros des exploitations à main-d'œuvre majoritairement familiale. C'est une baisse de 40% entre 2000 et 2016, qui est quand même extrêmement important. Ensuite, on a 12% des exploitations qui sont familiales et où le travail est accompli par la main-d'œuvre familiale et par des salariés. C'est 12% d'exploitation, c'est 23% de la production. Et puis, on a ensuite une catégorie, c'est 6% des exploitations qui sont en salariat prépondérant. Donc, c'est principalement le travail est effectué principalement par le salariat, avec une sous-catégorie dans le salariat prépondérant qui est la sous-traitance. Mais sous ces différentes formes, François va intervenir après. Et puis, on a une quatrième organisation du travail qui s'opère sous forme d'association de plusieurs sociétés, c'est-à-dire que le même réseau familial et extra-familial organise le travail et le capital autour de plusieurs sociétés enchevêtrées, dont une des sociétés qui gère le personnel. Hein. Soit qu'ils font appel à des groupements d'employeurs, soit qu'ils aient eux-mêmes, dans leur structure sociétaire, une des structures qui gère ces formes qui gère la main-d'œuvre. Hein. L'autre gère l'investissement matériel, le troisième est une société commerciale, la quatrième est une SCI foncière, et on a des enchevêtrements extrêmement complexes avec pas toujours les mêmes membres de la famille qui sont impliqués dans ces formes sociétaires. Et donc, quand même, pour vous donner une idée, entre 2000 et 2016, on a plus de 80% d'augmentation de cette catégorie-là. Donc, on a vraiment une explosion de ces formes sociétaires. Alors, ces exploitations, donc elles ont développé et elles développent à travers cette complexification de l'organisation du travail et du capital des stratégies d'organisation, notamment d'organisation du travail, qui sont tout à fait nouvelles et qui sont maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles sont vraiment délibérées, c'est-à-dire qu'elles font partie du conseil que reçoivent les exploitants, elles font partie des dynamiques, que ces dynamiques soient des dynamiques individuelles ou des dynamiques collectives, à travers notamment la délégation. Donc, on a maintenant des exploitations au sein desquelles le travail est délégué pour tout ou partie. Je laisserai François développer ça tout à l'heure. Par exemple, en Bretagne, la proportion d'exploitations qui délèguent entièrement le travail de culture pour se consacrer strictement sur l'élevage
est en augmentation. Je ne vais pas dire de chiffres là parce que je ne veux pas me tromper. On a maintenant une catégorie d'exploitation qui délègue entièrement à des sous-traitants le travail clé en main. Donc, on a l'apparition de nouveaux métiers comme les assistants à maîtrise d'ouvrage, hein, qui prennent en charge et qui construisent l'ensemble de la délégation. Ces phénomènes sont tout à fait intéressants à observer et le dispositif de la PAC, notamment pour les grandes cultures, encourage plutôt les propriétaires à rester agriculteurs en titre et à déléguer plutôt qu'à donner leurs terres en fermage. Et ils s'y retrouvent mieux sur la rente foncière est plus intéressante de cette façon. On a des délégations partielles, on a ces phénomènes d'association entre voisins ou pas voisins. Bref, on a toutes ces nouvelles stratégies d'organisation, encore une fois, du travail et du capital. Alors, troisième point, avant de donner la parole à François, les conséquences quand même très fortes sur la place des agriculteurs dans la société française. Je pense que c'est un point qui est important à examiner parce qu'il fait partie, à côté de cette crise de l'exploitation familiale, il fait partie de ce qu'on appelle le malaise paysan que l'on n'arrive pas bien finalement à nommer, ou dans lequel on voudrait voir strictement un problème économique. À notre avis, ça a à voir évidemment avec cet effacement démographique qui, comment dirais-je, en quelque sorte, efface cette culture agricole. Alors là-dessus, je voudrais dire quelques points sur la recomposition même de la population dans la société française. Aujourd'hui, dans la société française telle qu'elle se présente, 8 personnes sur 10 résident dans des unités urbaines, c'est-à-dire des zones de bâti continu d'au moins 2000 habitants. C'est la définition de l'INSEE. 5 habitants sur 10, donc la moitié des habitants des Français, habitent une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Les unités urbaines entre 2000 et 100 000 habitants représentent 13%, donc les petites unités urbaines, je vais quand même jusqu'à 100 000 habitants. Les petites unités urbaines de 2000 jusqu'à 100 000 habitants, c'est 13% de la population française. Donc, l'habitat lâche, si vous voulez, que l'on qualifie encore donc de non-urbain, enfin du rural, c'est 13% maximum de la population française. Donc c'est important à voir. Et ce que l'on constate à côté de ce phénomène chiffré, si vous voulez, d'un point de vue plus qualitatif, c'est une urbanité, pas seulement une urbanisation, c'est une urbanité des modes de vie en milieu rural. C'est-à-dire que les ruraux sont parmi ceux qui feront le plus de kilomètres. On s'en est aperçu au moment de la crise des Gilets jaunes. Donc la mobilité, la ruralité n'est plus symbole, n'est plus synonyme d'enracinement, de stabilité, d'interconnaissance, etc. La ruralité est touchée par la mobilité de l'urbanité et même la déploie encore plus qu'elle ne se déploie en milieu strictement urbain. Derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les espaces ruraux sont devenus très largement des espaces résidentiels et que la tension très forte entre le monde agricole et la société française, il se joue d'abord dans les espaces ruraux eux-mêmes, entre la perception des espaces ruraux comme étant un espace de production versus un espace qui est perçu comme un cadre de vie et un espace résidentiel. Et donc, ceci est à l'échelle
alors avec des gradients, hein, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose dans la diagonale aride que dans la grande périurbanité de la région parisienne. On est d'accord là-dessus, j'ai pas le temps de détailler, mais et puis ça, c'est du travail de géographe, c'est des sociologues là-dessus, ça à faire. Je me prémunis parce que comme il y a des géographes dans la salle, je fais très très attention parce que Jean-Paul Charvet a dit déjà qu'il allait me charger. Je plaisante. Bon, mais donc voilà, ça, ce phénomène-là est très très important. L'autre phénomène qui est le corollaire de tout ça, c'est qu'évidemment les mères agriculteurs ont diminué en nombre et non plus le poids qu'ils avaient dans l'ensemble de ces communes rurales, dans la gestion des communes rurales. Si vous ajoutez à cela qu'avec la mise en place des intercoms, le passage des PLU communaux aux intercoms, enfin le changement très radical des régimes de gestion de l'urbanisme dans ces communes, on a on a une perte pas seulement de pouvoir, mais même de présence, tout simplement, du monde agricole dans la gestion de ces espaces. Je rappelle que les maires agricoles représentent encore 11,6% des maires, considérable, hein, mais c'est moitié moins que les cadres ou les professions intellectuelles. Et là, je parle des communes rurales elles-mêmes. La population la plus dominante étant celle des retraités. Et effectivement, il faut beaucoup de temps pour gérer une collectivité rurale, même de 700 habitants, je peux en témoigner, c'est un mi-temps. Au moins, si on a une secrétaire de mairie très, très compétente. Donc, et pour terminer sur ce point, parce que c'est seulement quelques éléments de contexte, là, je pense très, très profondément que ce conflit sur l'espace, sur la gestion de cet espace, sur la perception de cet espace, sur la mission de ces espaces est vraiment un sujet de tension qui est vraiment qui est déjà là, mais qui est encore devant nous pour les années à venir. Parce que je pense qu'il n'y a pas de convergence et de consensus qui se construit autour de cette articulation entre cet espace de production et cet espace résidentiel. Donc, je vais m'arrêter là sur, en gros, ces trois parties de ce livre. Si vous voulez, ça n'est pas du tout un livre de propositions. J'y insiste. Notre ambition n'était pas de faire un manifeste pour dire ce qu'il faudrait faire, mais c'est un livre que nous avons voulu avec l'idée suivante, qui est quand même très ambitieuse, qui est de dire au moins est-ce que nous pourrions nous mettre d'accord sur le diagnostic. Et donc nous sommes sur un diagnostic avec les limites, encore une fois, de nos disciplines. Il faut y insister parce qu'il n'y a pas de notre part d'impérialisme disciplinaire à travers notre ambition. Mais au fond, c'est ça notre volonté de dire, écoutez, il faut quand même, on ne peut plus parler de ce milieu comme si il était constitué d'exploitation familiale homogène d'un bout à l'autre de la France et qu'il faut prendre en compte cet éclatement extrêmement profond, lourd, qui présente, nous le savons bien, pour les politiques publiques, une difficulté considérable. Hein, considérable. Parce que non seulement nous avons ces tailles de revenus, de taille d'exploitation, de recours à la main-d'œuvre, mais tout ça avec des productions qui sont de plus en plus spécialisées. C'est-à-dire que les exploitations, je n'y ai pas insisté là-dessus, ça fait partie de ce diagnostic. C'est-à-dire qu'elles sont toutes de plus en plus spécialisées. Donc, elles ont de moins en moins de points communs. Donc voilà. Alors, François, si tu veux, est-ce que tu peux revenir sur les stratégies à la fois sociétaires et puis de ce que tu avais mis en évidence sur
la délégation, l'association, la sous-traitance, pour compléter ce tableau de transformation de l'exploitation familiale. Oui, je veux bien. Alors, je vais faire bref peut-être pour pouvoir laisser de la place peut-être aux questions. Moi, je pense que ce qui est quand même intéressant à observer, c'est cette banalisation de l'entreprise agricole qui emprunte à des secteurs à la fois industriels, mais aussi et peut-être avant tout commerciaux dans la prise en charge de l'activité productive agricole. C'est vrai que ce qui nous importait, c'était de donner à voir cette manière avec laquelle finalement les exploitants agricoles, contrairement à ce qu'on pouvait penser, empruntaient à d'autres secteurs pour faire en sorte que la production agricole puisse être maintenue et advenir demain sur les territoires, que ces emprunts à d'autres formes de secteurs d'activité étaient déjà à l'œuvre depuis des décennies peut-être dans d'autres régions du monde et que finalement, assez brutalement, on découvrait tout ça. Enfin, on découvrait sans forcément vouloir le nommer. Et en ce sens, le recours à la prestation de services, ou du moins l'accélération d'un recours un peu atypique, parce que c'est pas que nouveau non plus, hein, l'émergence de grandes entreprises dans le secteur agricole ou le recours à de la sous-traitance, mais l'ampleur du phénomène et les difficultés qui étaient à l'œuvre aujourd'hui dans les exploitations agricoles pour faire perdurer en fait finalement cette forme qui était considérée comme à la fois traditionnelle mais invariante que celle du travail familial était beaucoup plus difficile aujourd'hui quand même dans les exploitations françaises. Donc voilà, c'était important de bien nommer, de bien nommer les choses et de faire comprendre que finalement les mouvements, ou du moins les dynamiques qui étaient à l'œuvre, s'apparentaient à la volonté peut-être chez certains exploitants, ou du moins même peut-être une majorité, de s'émanciper de ce chemin de dépendance qui était celui de l'organisation familiale du travail. Et c'est aussi l'un des fils conducteurs de ce livre que de décrire en fait finalement cet arrachement à ce chemin de dépendance, parce qu'on l'a pensé effectivement, cette agriculture française dépendante d'une forme d'organisation du travail, mais on voit qu'elle peut s'en extraire, qu'elle peut s'en arracher. Et c'était important de le souligner au moment même où on en appelait à la souveraineté alimentaire. Et c'est vrai que dans un contexte de crise comme on le vit aujourd'hui, et alors même qu'on se pense encore capable d'assurer une certaine forme de souveraineté alimentaire, c'était important de se poser la question, mais finalement, mais est-ce qu'on est sûr de savoir qui sont les producteurs agricoles, ou du moins celles et ceux qui vont assurer l'activité productive agricole? Parce que comme l'a souligné Bertrand, ce qui est quand même assez intéressant à observer aujourd'hui, c'est non seulement cet effacement de la population des chefs d'exploitation, ce maintien relativement stable donc de la population des salariés embauchés directement, mais cette explosion du nombre de salariés qui interviennent de manière indirecte hein, dans les exploitations agricoles françaises vous paraissait être un phénomène important à souligner. Voilà. Et donc, on voit que face à de nouveaux défis, que ce soit des défis qui sont ceux du renouvellement des actifs, renouvellement des générations, renouvellement aussi plus externe, gestion des aléas climatiques, on avait quand même des chefs d'exploitation aujourd'hui qui avaient besoin de réorienter leurs objectifs et donc de mettre en place des stratégies qui empruntaient à d'autres secteurs, que ce soit des stratégies de mutualisation, des stratégies d'externalisation ou des stratégies d'intégration de salariés ou d'insertion de nouveaux métiers. Voilà. Après, la question qui se pose est de savoir si les Français sont prêts à accepter le visage de cette agriculture-là et sont prêts à ne pas être simplement bercés par des formes qui finalement ne sont plus forcément toujours à l'œuvre dans certains territoires et dans certaines filières. Voilà, voilà ce que je pouvais rajouter. On peut, on peut peut-être avoir un échange, des questions. Oui. Alors, c'est le micro. Faut appuyer, ne pas le prendre par la branche. Voilà.
J'avais une question toute simple. Je pense, c'est pas du tout pour critiquer, au contraire, mais je pense que ce phénomène-là, j'étais il y a plus de 50 ans à Bruxelles, les exploitations diminuaient déjà de 3% par an tous les ans. C'est toujours vrai. Ça n'a pas changé. Document de solde, hein. Ouais. Mais là, on est quand même au plancher, hein. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que ce que nous voulons, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ce qui nous apparaît, c'est que c'est pas seulement une diminution du nombre d'exploitations, c'est leur transformation en profondeur. Et on a maintenant à l'échelle européenne, parce que ça s'est bien vu avec justement l'ouverture à l'Est, hein, depuis tout phénomène, comment les anciennes exploitations d'État se sont pas reconverties en exploitation familiale. Donc, on a bien à l'échelle européenne ce phénomène. Et il est assez attirant, absorbant. On voit bien, alors tu es bien placé puisque tu es proche des organisations professionnelles, on voit bien comment en France, on entend continuellement un discours qui est d'ailleurs qui crée de la tension. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un discours sur l'exploitation familiale, et puis on a aussi un discours sur notre retard de compétitivité, au motif que précisément nos structures d'exploitation seraient trop petites, hein, au regard des Länder de l'Est, au regard de la Puszta hongroise, au regard des grandes exploitations de Pologne, alors, et ne parlons pas de l'Ukraine, hein, dont on a aussi beaucoup parlé avant la guerre, comme un peu un miroir, hein, de ce qu'il faudrait pour être compétitif. Donc, là, on a un grand sujet, c'est-à-dire, est-ce que nous voulons une agriculture qui, même à 150 hectares, restera une agriculture d'exploitation moyenne, ou est-ce que nous voulons une agriculture qui saute le pas d'exploitation à 1000 hectares, puisque c'est la maille, hein, d'exploitation à 1000 hectares pour assurer la production française, à supposer qu'à ce moment-là, nous rattrapions ce retard de compétitivité, mais on ne sera pas compétitif avec le Mato Grosso ni avec l'Argentine, hein. Donc il y a là un vrai sujet sur cette espèce, sur ce discours du retard, qui me, je dois dire que retard sur quoi, c'est un vrai sujet quand même, hein. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je continue parce que mon 3%, là, qui diminue depuis 60 ans, oui. Avec Jean-Paul, on est en train de faire un travail sur 30 pays et on a divisé en 3 catégories d'exploitation, pas aussi finement que vous l'avez fait. Les moins de 2 hectares, il y en a 85% dans le monde. Ceux qui vivent, alors les moins de 2 hectares, c'est pour vivre, pour manger. Il y a les 2 hectares à, on va dire, 300, 500, 700 selon les pays, pour avoir un revenu. Ils sont pas si nombreux que ça, et ils se battent pour la terre. Et puis, il y a ceux qui investissent uniquement pour faire de la réserve de terre ou pour faire des investissements financiers. Et cela, c'est très, très peu, c'est moins 0,05%, hein, c'est peut-être 300 000 dans le monde, j'en sais rien, mais qui détiennent déjà 20% des exploitations du monde, et ce chiffre-là, il augmente. Des surfaces agricoles du monde, et ce chiffre-là, dans de nombreux pays, Ukraine, Russie, Amérique latine, plus de 50% sont détenus par un millième, moins de 1 millième, 10 millièmes d'exploitation. Et la tendance va vers ça. Moi, je voulais juste dire, ça fait une question, est-ce qu'on ne va pas aller vers ce modèle en Europe? Je pense pas, on n'est pas parti pour. En Ukraine, oui, mais en Ukraine, il y a 150 exploitations qui détiennent 80% des terres. Donc, on ne va pas aller vers ce modèle. Moi, je pense qu'on va aller, c'est ma question, ne va-t-on pas aller à continuer à diminuer de 3% par an pendant 20-30 ans? Et la question, si je peux me permettre, oui. la question. Mais d'abord, François, si tu permets, enfin, sur la poursuite de la diminution, la réponse est oui, la démographie est là. Ça, c'est clair. Vas-y, François. Alors après, c'est vrai que jusqu'à présent, ça a diminué, mais c'était compensé par l'agrandissement et la concentration. C'est vrai que moi, la question que je me pose pour faire un tout petit peu de terrain en ce moment, c'est de savoir si ceux qui ont eu la capacité de s'agrandir il y a 10 ou 15 ans auront encore la capacité même de s'agrandir, même dans des régions
comme la Bretagne ou les Pays de Loire, quand vous discutez avec certains éleveurs aujourd'hui qui ont finalement mangé le voisin, hein, pour dire les choses un peu crûment, je ne suis pas sûr que ça puisse advenir encore demain. Vraiment, il y a une vraie question qui se pose sur la diminution jusqu'alors n'a pas véritablement impacté notre capacité, du moins dans certaines filières de production, parce qu'il y avait des logiques d'agrandissement qui étaient à l'œuvre. Bon, pour des raisons à la fois sociales et politiques, je ne suis pas sûr que finalement ça soit possible encore demain. C'est une vraie interrogation que j'ai, hein. Jusqu'à présent, cette diminution, comme vous avez raison de le souligner, n'est pas nouvelle, mais elle était compensée sur le plan productif. Sera-t-elle compensée sur le plan productif demain dans certaines filières? J'en suis moins sûr. C'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce que les stratégies qui sont à l'œuvre et qui sont portées par certains exploitants, c'est-à-dire les stratégies de mutualisation, d'insertion de salariés ou de délégation, seront admises demain, alors même qu'elles président au maintien de certaines exploitations? C'est-à-dire que interdire à certains exploitants la possibilité de se maintenir est une vraie question. Après, tout dépend, tout dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on veut en termes de production agricole. Mais ne serait-ce que Michel, il ne s'agit même pas de se dire est-ce qu'on sera en capacité d'exporter. C'est même est-ce qu'on sera en capacité de pouvoir maintenir certains outils de collecte et d'appro à l'échelle de certains territoires, hein, parce que il n'est pas dit que certains outils soient maintenus dans les 5 ans qui viennent. non, mais il est évident qu'on aura des poursuites de restructuration sur des modèles qu'on ne connaît pas exactement. C'est-à-dire, comment vont réagir comment dirais-je, l'outil, comment va réagir l'outil industriel face à la poursuite de cette restructuration? C'est une question. Est-ce que l'outil industriel va continuer va se recomposer, se reconcentrer ou se diffuser? Ben, là, il y a des inconnus qu'on n'a pas du tout. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'aujourd'hui, on a des coopératives, des industriels qui investissent sur le foncier pour assurer leur sourcing, avec des formes de salariat, encore une fois, de délégation de maîtrise d'ouvrage. Enfin, au fond, quand même, pour répondre un peu mieux à ta question, cette diminution, c'est pas une diminution sans changement de paysage. C'est une diminution avec recomposition du paysage, et là, probablement avec des formes qu'on ne connaît pas encore. Moi, je pense que ce qu'on décrit là, c'est vraiment 2023, c'est pas 2030. Hein. Modèle qui est pas, dont on n'a pas parlé, mais qui est pour moi évident. Je viens d'une famille paysanne, hein, et 10 frères et sœurs paysans. Mais presque tous, mais dans toute la France, il y en a plein qui reprennent des fermes sans le dire. Et donc, des fermes annoncées à 200 hectares, ils en ont 1000 ou 2000. Parce qu'ils travaillent pour les voisins qui veulent garder un statut d'agriculteur. Mais ça, il y en a beaucoup. Hein. Là, c'est la révolution invisible et pas seulement indicible. Michel Dron. Oui, vous m'entendez? Ouais, on ne me voit pas, mais on peut me voir, mon cher Bertrand, ça se corrige. Voilà. Bon, salut à tous. Bon, ce que vous avez fait, François et toi, c'est remarquable, ça m'intéresse beaucoup. Euh, comme, comme l'a dit la Loire, donc c'est un sujet qui me touche beaucoup et je suis entre les petites et moyennes, enfin la famille est entre les petites et moyennes. Donc, bon, il y a un paquet de questions qu'on échangera, mais je ne peux pas là. Il y a une question qui me chatouille, c'est que quand même, le monde agricole est beaucoup aidé via les organisations agricoles, donc en particulier les syndicats, bon, bien sûr la FNSEA et ses niveaux départementaux, puis bon, la CONF, etc., etc. Dans le modèle qui est en train d'émerger là, que tu donnais, Bertrand et puis François, avec, on va dire, des entreprises
Hein, je connais un peu ça, donc avec ma nièce qui a repris l'exploitation de mes parents, des entreprises en fait qui font le travail hein, sous forme de délégation. Les ouvriers qui font ce travail-là ne sont plus directement concernés hein, par la question, on va dire, de la ferme, de sa dynamique, etc. Et je pense que pour la défense, en fait, du monde agricole, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on on n'est plus du tout dans le même type de défense d'intérêts, de droits, etc. Je voudrais savoir si vous avez regardé ça. Et puis un autre point, voilà, c'est le deuxième point, le seul que je traiterai pour aujourd'hui, mais Bertrand, t'es foutu parce que tu auras certainement beaucoup à discuter avec moi sur ces questions-là. Euh, et en plus, tu connais bien la région, le Perche, etc., on en a déjà parlé. La deuxième question, c'est, ma nièce, par exemple, elle fait un peu de maraîchage, mais surtout du fruitier, pomme poire, et donc une forme de polyculture où on va dire, fruitier et élevage, quoi. Et comment vous avez traiter ça parce que là, une grande exploitation, c'est pas 1000 hectares, quoi. C'est ingérable ou alors il faut beaucoup de main-d'œuvre et la main-d'œuvre, bon là, il y a tellement à Oui, dire sur la main-d'œuvre agricole que on va pas en parler là, mais, mais vraiment, vraiment, ce sont des vrais sujets et, de Paris-Saclay avec, on va dire, des formations extraordinaires, y compris des élèves normaliens qui s'installent en agriculture périurbaine, d'accord, pour faire du local, etc. Et avec, on va dire, une industrialisation de ces petites fermes de maraîchage qui sont extrêmement fortes, avec des, bon, comme c'est des matheux, etc. Enfin, j'en ai vu au moins 3 ou 4 à Orsay faire ça. Comment vous voyez tout ça? Parce qu'en fait, là, le rendement à l'hectare est beaucoup plus important, y compris en termes de production financière, etc. Donc, est-ce que vous avez un peu abordé ça tous les deux, là, François et toi, et les autres avec qui euh, vous travaillez? rapidement sur ces deux points, Michel. Sur le premier, il y a une chose que je n'ai pas dite, mais qui est extrêmement importante, c'est que ces mondes agricoles sont les mondes professionnels qui ont la plus grande armature institutionnelle d'encadrement. C'est-à-dire qu'ils sont et ceci s'exprime très fortement dans le débat public. C'est un des secteurs, c'est le secteur, et j'ose le dire, le secteur au monde en ce qui concerne la France, qui a la plus grande, le plus grand encadrement, la plus grande caisse de résonance. On s'en rend compte au niveau national, avec quand même des institutions qui ont vraiment pignon sur rue et qui sont très fortes. C'est pas seulement le syndicalisme, mais derrière le syndicalisme, prenez seulement, prenez seulement le Crédit Agricole et Groupama. Ils défendent pas les intérêts agricoles tous les matins, mais le jour où il y a le feu, ils sont là. Quand vous êtes plongé dans un milieu local, vous vous rendez compte que la caisse locale de Crédit Agricole, elle est 90% présidée par un agriculteur, Groupama, presque 100% présidé par un agriculteur, le centre de gestion présidé par un agriculteur. Donc, il y a des relais d'opinion qui sont quand même très forts, très puissants dans la construction de l'opinion. Donc, c'est pas, voilà, il faut pas complètement faire comment dirais-je, un parallèle complet entre le poids politique, le poids institutionnel, le poids dans l'opinion. Et deuxièmement, sur ta deuxième question, et très rapidement parce que il faut clore ce débat, une de nos conclusions, c'est de dire que nous ne sommes pas en face d'une agriculture duale, nous sommes plutôt en face d'un tripode de la recomposition des agricultures, du point de vue de la production, du point de vue démographique, et j'allais dire du point de vue idéologique. Il me paraît aussi important. C'est-à-dire que nous avons bien sûr un socle d'agriculture familiale, vraiment qui est là, qui est bon en difficulté, on l'a dit. Nous avons des agricultures que nous disons aux allures de firme, avec des guillemets, parce que encore une fois, nous ne sommes pas dans le cas de figure que justement qui était évoqué à l'instant sur ces immenses domaines à l'échelle mondiale. Tout ça est encore, mais il n'empêche que donc, des agricultures qui s'affranchissent, comme l'a dit François, qui s'affranchissent du modèle familial pour
construire d'autres contours et d'autres organisations. Et puis nous avons enfin un troisième pôle, qui est le pôle des micro-exploitations, qui emprunte aussi bien à la start-up qu'au chapeau de paille, qui est aussi bien sur la vente directe que sur des niches qui se diffusent strictement par Internet, qui ont un poids culturel extrêmement important, qui sont peu insérés dans le dispositif institutionnel, qui sont porteurs d'une autre diversité, qui sont porteurs d'innovation, qui sont porteurs qui ont ceci aussi en propre, c'est que ce ne sont pas forcément des exploitations pour toute une vie professionnelle. Ça dure 10 ans, ça dure 20 ans, puis ça va, ça vient. C'est un autre pôle, mais ce pôle-là, il faut l'intégrer dans cette construction du paysage, parce que culturellement, il a un poids très, très important, et notamment auprès des jeunes générations. Pour ceux d'entre nous qui enseignent encore, il faut voir à quel point, dans la génération des 18-25 ans, la question environnementale, la question du changement climatique, la question des sols est une obsession. C'est complètement central et tout le débat politique de cette génération est complètement en train de se déplacer autour de cette question climatique, sol, environnement. Ça change complètement la façon d'appréhender les choses. Et donc, cette troisième catégorie est en quelque sorte un écho à un écho générationnel. Il faut le comprendre comme écho générationnel et ne pas du tout le marginaliser, le mettre de côté. Il faut l'embarquer pour comprendre la complexité de la situation et les réponses à apporter à de nouvelles générations. Merci Bertrand. Il va falloir s'acheminer vers la conclusion et je voulais juste lui dire que le jour de la journée de la femme, le 13-14, était venue une journaliste sur les femmes en agriculture et c'était étonnant. Je vous conseille de réécouter parce que ça illustre totalement ce que tu viens de dire sur des démarches pas alternatives mais autres et qui ont tout leur sens. Et là, en l'occurrence, tournées vers une vision, la conception du travail qu'on peut retrouver dans tous les autres milieux, avec du temps libre, des activités pour élever ses enfants. Enfin bref, c'était assez sidérant et tout à fait passionnant. Et voilà. Donc merci en tous les cas à tous les deux et puis à tout le monde qui était là en train de vous écouter. Le prochain qui est vraiment fixé sera le 17 avril, le 17 mai. C'est avec Luc Bronner qui est journaliste. Mais on aura d'autres propositions entre-temps qui seront fixées au prochain bureau de mercredi. Donc voilà, donc soyez à l'écoute et si vous avez des propositions à faire, n'hésitez surtout pas. Il y a des créneaux aussi disponibles d'ici la fin de l'année, bien sûr. Voilà, un grand merci. Au revoir à tout le monde.